que la dépression ne pourrait toucher que l'adulte. L'adulte entre guillemets jeune, qui est conscient, responsable, qui est soumis à des pressions psychosociales. C'est l'image qu'on se fait. On se dit qu'il est impossible qu'un nourrisson, un enfant, un adolescent, un nourrisson, il est innocent, il dépend de ses parents. Un enfant aussi, il est encore protégé. Un adolescent, il est au début de sa vie. Et encore moins le sujet âgé, et je dis bien le sujet âgé maghrébin ou algérien, qui est censé représenter le sage, qui a le statut, on le respecte, on demande toujours son avis. On se dit qu'il est impossible qu'il déprime. À tort. Souvent, cette pathologie est sous-diagnostiquée, et quand elle est diagnostiquée, elle est mal prise en charge, de façon inappropriée. Alors que, même dans notre pays, la dépression du sujet âgé pose un problème de santé publique. La sémiologie est souvent atypique, même si, pour ceux qui aiment les nouvelles classifications, DSM, CIM, etc., ceux qui classent les maladies mentales, même s'il n'y a pas de critères nouveaux pour la dépression du sujet âgé, mais ça reste une expression particulière. Et il faut que l'examinateur soit minutieux dans l'examen. Alors, la sémiologie est atypique, je disais, avec une fréquence particulière des plaintes somatiques et hypocondriaques dans cette tranche d'âge. La présence d'affections somatiques concomitantes aussi, c'est une particularité, on va le voir après, pour le côté ralentissement psychomoteur. La prise en charge impose des précautions spécifiques dans l'approche, qu'elle soit pharmacologique ou une adaptation sur le plan psychothérapeutique. Vous allez voir après, certains sujets veulent beaucoup travailler, ont pris un rythme de vie. Après, à cause d'affections somatiques, à cause du regard qu'ont les autres sur eux, leur vie se retrouve changée. On va voir quel impact ça a. Les objectifs aujourd'hui, c'est diagnostiquer la dépression du sujet âgé, argumenter l'attitude thérapeutique et de prise en charge spécifique de cette tranche d'âge. Avant cela, on va parler du vieillissement. Si on n'a pas envie de parler, il faut bien en parler. Très rapidement, le vieillissement, comme vous le savez, est le fait de devenir vieux. C'est un long, on l'espère tous long, et lent processus continu et irréversible qui s'inscrit dans la temporalité de l'individu du début à la fin de sa vie. Le vieillissement correspond à l'ensemble des processus physiologiques et psychologiques qui modifient la structure et les fonctions de l'organisme tout au long de la vie. Et tous ces changements n'apparaissent pas en même temps, n'évoluent pas au même rythme chez toutes les personnes, varient selon divers antécédents et niveaux de fonctionnement initiaux, faisant ainsi du vieillissement. Donc le vieillissement est un processus très hétérogène. Autrement dit, on va tous vieillir, mais chacun ne vieillira pas de la même manière. Cela va dépendre de comment ce qu'on a vécu, hygiène de vie, comment on s'est pris en charge sur le plan somatique, sur le plan physique, et qu'est-ce qu'on a vécu sur le plan psychologique. Est-ce qu'on a eu des traumatismes, un grand traumatisme, des micro-traumatismes? Est-ce qu'on a eu une vie dure ou une vie plus ou moins facile aux yeux des autres? Quelques données épidémiologiques, on estime que 60 à 70% des dépressions chez les personnes âgées sont méconnues ou négligées. La prévalence d'épisodes dépressifs majeurs parmi la population générale est de 1 à 4%, c'est beaucoup. La prévalence de la dépression, sachant qu'elle est souvent sous-diagnostiquée, la prévalence de la dépression chez les personnes âgées de 65 ans et plus se situe entre 8 et 16%. Et chez celles de plus de 80 ans, elle aussi entre 12 et 15%. Vous voyez que c'est beaucoup. Et c'est des taux mondiaux, ce n'est pas des taux qui concernent l'Europe. La prévalence de la dépression chez les patients âgés hospitalisés ou ceux qui sont en institution est de 20 à 40%. Chez les sujets âgés hospitalisés en milieu psychiatrique, là on se spécialise, la prévalence de la dépression est de 35%. Alors, quels sont les facteurs de risque de dépression chez le sujet âgé? Quand on dit facteurs de risque, je vous le rappelle, ce ne sont pas les causes, ce sont des facteurs qui peuvent influencer. Les facteurs d'environnement, là vous avez l'isolement social. Quand un sujet âgé ne travaille plus, il s'isole, on ne vient plus le voir. Les conflits interpersonnels avec leurs amis, avec leurs conjoints, avec leurs enfants. La retraite, cet événement de prendre la retraite n'est pas du tout anodin. Perdre des proches, le veuvage, les problèmes financiers, changement de domicile. Très souvent, quand il y a un conjoint qui décède, on doit changer, loi Lata, etc. On change de lieu, c'est pas du tout évident pour eux, même s'ils ne se plaignent pas. Perte d'autonomie liée aux pathologies somatiques. Quand on a un problème physique, arthrose, arthrite, autre pathologie, c'est pas évident.
Niveau intellectuel bas, carence relationnelle, quand les sujets ne lisent pas, n'ont pas une occupation, c'est un facteur de risque. Traitement médicamenteux potentiellement dépressogène, quand les pathologies sont là, il faut bien les traiter, et très souvent, on va le voir après, c'est des médicaments qui induisent une dépression chimiquement, neurobiologiquement. Les facteurs organiques, comme vous le savez, les AVC, c'est connu que ça se complique de dépression. La maladie de Parkinson, les démences, on va le voir en détail, démences d'Alzheimer et vasculaire, l'insuffisance cardiaque, les dysthyroïdies, l'hypo ou l'hyper, les douleurs chroniques qui sont fréquentes chez le sujet âgé, même si chaque fois j'ai mal, je ne me sens pas bien, à force, ça a un impact sur le plan psychologique, cancer et les déficits sensoriels, ils ne voient pas bien ou ils n'entendent pas bien. Facteur interne, vous avez la vulnérabilité dépressive, vous avez des sujets qui sont vulnérables depuis leur jeunesse à faire des dépressions, antécédents chimiques dans la famille, sexe féminin chez les moins de 85 ans, à cause des facteurs hormonaux. Pour les facteurs biologiques, diminution des neurotransmetteurs au niveau cérébral, comme vous savez, les deux principaux, sérotonine, noradrénaline et aussi dopamine, un risque génétique qui est un peu moins connu. Alors maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Les symptômes dépressifs du sujet âgé sont-ils différents? Je vous dis tout à l'heure, c'était une expression qui était atypique. Il n'y a pas de différence significative justifiant des critères diagnostiques différents, mais vous le savez qu'il y a des différences quand même sur le plan pratique. La tristesse est moins souvent verbalisée, le sujet âgé voit moins dire qu'il est triste, qu'il ne va pas bien, par rapport au sujet jeune, il va le dire difficilement, mais le sujet âgé va le dire encore moins facilement. L'anédonie et la boulie, le fait de ne pas ressentir de plaisir, et ce côté perte de motivation aussi qui est important. L'anxiété qui est souvent présente, même si on trouve aussi chez le sujet jeune, mais chez le sujet âgé, cette anxiété est très importante et qui peut se constituer en trouble anxieux généralisé. Irritabilité et opposition et tendance au repli, je ne supporte pas les petits-enfants, arrêtez de me parler, ne me contredisez pas, je m'oppose. La dépression peut être masquée par des problèmes somatiques et la symptomatologie est souvent moins franche et moins évidente que celle présentée par un sujet plus jeune. Souvent, vous avez un masquage des symptômes somatiques chez le sujet âgé. Donc quand on a des symptômes somatiques, que ce soit exprimés ou pas, il faut rechercher derrière une dépression. Et pas se dire « rahikbel ». Identifier une dépression chez la personne âgée peut nécessiter des aptitudes et une expérience particulière qui, je ne doute pas, vous les avez tous dans cette salle. Le malade âgé déprimé se plaint de ne pas avoir le moral. Le malade se plaint également d'une fatigue, perte d'énergie, d'un manque de vigueur, apathie, désespoir, d'une incapacité à prendre du plaisir à une quelconque activité, un sentiment de pessimisme et de colère contre lui-même. Là, c'est quand vous avez la chance qu'il s'exprime. Attention, on peut considérer qu'une diminution des intérêts est normale avec une personne qui vieillit, mais quand il y a une dépression, le manque d'intérêt prend un caractère pénible, et plus important que la normale, et peut même toucher les plaisirs les plus fondamentaux comme le fait de s'alimenter. Aimer manger quelque chose de bon, c'est important. Le malade exprime un sentiment de vide intérieur, une impossibilité à penser, raisonner et à accomplir une tâche. Le ralentissement psychomoteur est plus difficile à apprécier chez le sujet âgé dont les aptitudes physiques sont souvent diminuées. C'est ça qui est un peu compliqué. Quand on voit un jeune qui n'arrive pas, qui est ralenti sur le plan moteur, sur le plan intellectuel, on se dit, c'est pas normal, des jeunes. Mais un sujet âgé, on aura tendance à dire, alors que non. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Les troubles de l'attention et la concentration sont constants. Leur esprit tourne dans le vide. La notion du temps est perturbée, soit le temps qui passe trop lentement ou trop rapidement. Les plaintes somatiques, je me répète, qui sont plus fréquentes peuvent être mal systématisées. Par exemple, on fait état général, je me sens pas bien, comme ça, mais c'est flou. Ou plus spécifiques sous forme de plaintes plus ciblées. J'ai mal au ventre, j'ai des problèmes articulaires, j'ai des problèmes d'arthrite, arthrose qui me répètent souvent. Et des troubles cardiovasculaires, j'ai des palpitations, je sens mon cœur qui bat plus au ralenti, et des maux de tête. Parfois, les plaintes somatiques dominent le tableau clinique, on l'a dit, et ça masque la symptomatologie dépressive que l'examinateur doit rechercher. C'est pas lui qui va vous dire je suis triste, je me sens pas bien, c'est vous qui devez rechercher est-ce que ça se passe bien à la maison, comment se comporte avec vous la belle-fille, comment se comportent avec vous vos enfants. On compte pour les enfants après la belle-fille, hein, c'est mieux. Sinon, la fatigue demeure un des symptômes les plus communs du sujet âgé dépressif.
Elle se manifeste par un sentiment d'épuisement, d'accablement et d'exténuation. La symptomatologie hypocondriaque est fréquente avec des plaintes principalement cardiovasculaires, urinaires, gastro-intestinaux. Et là, c'est là, l'hypocondrie, c'est la crainte excessive d'avoir une maladie. Donc là, il faut vous dire, c'est une personne qui est anxieuse, ça est grave. Et pour exprimer la peur, on va vous dire j'ai peur de rien. C'est j'ai peur d'être malade. C'est ce qui va justifier le fait d'aller chez le médecin. Les idées hypocondriaques, attention, peuvent prendre des proportions délirantes. Ils vont être sûrs si la nimré et vous devez rechercher. Ça prend une dimension délirante, mais ce n'est pas une schizophrénie. Ça rentre dans le cadre de la dépression du sujet âgé et ça se traite. Souvent, le malade âgé exprime des idées délirantes centrées sur les thèmes de persécution, généralement bien systématisés, ou la jalousie, ou le conjoint qui le trompe. La présence concomitante de troubles cognitifs, le fait qu'il y a des problèmes de mémoire, attention et concentration, on peut se dire, est-ce que c'est une démence ou est-ce que c'est réellement une dépression? Là, il faudra faire la distinction entre diagnostic différentiel ou comorbidité. On va en parler après. En effet, les deux pathologies peuvent coexister. La dépression donc, fait fréquemment partie du tableau démentiel. Mais il faut savoir, est-ce qu'il y a une comorbidité ou est-ce que c'est la dépression qui inaugure la démence ou est-ce que c'est juste une démence? Alors là, j'ai fait un petit tableau récapitulatif de la sémiologie de la dépression chez le sujet âgé, une comparaison avec le sujet jeune. L'humeur dépressive est plus exprimée chez le jeune adulte que le sujet âgé. Troubles cognitifs sont plus importants chez le sujet âgé. Les plaintes somatiques, on l'a dit, plus importantes que chez le jeune adulte. Les pensées dépressives sont équivalentes chez les deux tranches d'âge. Les insomnies sont présentes dans les deux, mais plus importantes chez le sujet âgé. L'anxiété est présente chez les deux, mais beaucoup plus chez le sujet âgé. Les idées suicidaires sont beaucoup plus verbalisées et présentes chez le jeune adulte, mais quand le sujet âgé décide de passer à l'acte, il réussit son suicide. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant. C'est un peu comme l'adolescent. Aussitôt pensé, aussitôt réalisé. Les comorbidités, on peut avoir d'autres troubles psychiatriques qui s'associent à la dépression. Je vous l'ai dit au début, les troubles anxieux. Donc on peut avoir des obsessions, etc. Mais c'est surtout le trouble anxieux généralisé. Mais chimhenné, tout le temps en hypervigilance. Tout le temps on se dit va arriver quelque chose. L'agoraphobie, donc la peur des grands espaces, ils ne veulent plus sortir de chez eux, ils veulent rester à la maison, donc c'est l'isolement. Addiction, quand on a des douleurs chroniques, on peut avoir des addictions à la prégabaline, comme vous le savez, au tramadol, ou à l'alcool, beaucoup plus chez l'homme que chez la femme. Les troubles de personnalité donc, sont mal étudiés, mais très souvent, c'est des personnes qui ont des troubles, des personnes obsessionnelles, qui aiment bien que tout se passe, ça se passe comme ça, le rangement, etc. Vous avez un peu de narcissisme et tout, mais c'est surtout le côté obsessionnel. Démence et maladies neurodégénératives pour les comorbidités, maladie d'Alzheimer, démence vasculaire, maladie de Parkinson, sclérose en plaques, les accidents vasculaires cérébraux. C'est-à-dire qu'on peut avoir la dépression associée à ces pathologies-là. Les maladies somatiques, donc la dépression peut inaugurer et révéler une affection somatique. Les endocrinopathies, on peut avoir une hypothyroïdie, une hyperthyroïdie, la maladie d'Addison et le syndrome de Cushing. Autre affection médicale, vous avez la dépression qui peut être le symptôme inaugural d'une maladie cancéreuse. La prévalence évaluée à environ 50% d'une hémopathie, d'une affection métabolique ou, comme le diabète, ou d'une maladie inflammatoire chronique. Les prises de médicaments, ces sujets prennent beaucoup de médicaments souvent. Certains médicaments favorisent l'apparition de la dépression. Donc parmi les plus prescrits, rappelons les neuroleptiques. On donne des neuroleptiques pour les troubles du comportement chez le sujet âgé quand on n'a pas bien fait le diagnostic. Les antihypertenseurs, on n'a pas le choix. Les estroprogestatifs et les glucocorticoïdes. Les indications donc chez ces sujets, quand on donne un médicament pour une quelconque maladie, il faut essayer de peser le pour et le contre et de voir à quelle dose on les donne pour voir s'il n'y a pas une dépression qui apparaît. Les douleurs chroniques, la prévalence de la dépression chez les malades présentant des douleurs chroniques varie notablement selon les études. Malgré les preuves scientifiques, donc l'implication de la noradrénaline et la sérotonine, donc autant dans la dépression que dans les douleurs chroniques, mais le lien exact n'a pas été fait. Mais on voit souvent, vous le voyez en pratique, quand quelqu'un a tout le temps mal, il va mal dormir et il va déprimer. Alors, dépression et diagnostic différentiel. Alors, on va zoomer sur la différence entre dépression et maladie d'Alzheimer. La différence entre les deux.
L'installation de la dépression se fait assez rapidement chez le sujet âgé. Par contre, dans la maladie d'Alzheimer, ça se fait progressivement. Les symptômes cognitifs, troubles de l'attention, de la concentration et de la mémoire, sont transitoires et fluctuants. Par contre, Alzheimer, c'est permanent. Chez le dépressif, c'est parfois. La progression est rapide pour la dépression, la progression est lente et insidieuse dans Alzheimer. L'absence d'apraxie et d'agnosie dans la dépression, on en a, Alzheimer. Les troubles de la reconnaissance des objets, le trouble de l'exécution des gestes, le fait de se coiffer, de s'habiller, de boutonner, c'est présent, Alzheimer. Dans la dépression, s'il ne s'arrête pas, c'est qu'il n'a pas envie de le faire. C'est une perte d'envie. Alzheimer, il n'y arrive plus. C'est pas pareil. Orientation intacte. Dans la dépression, il sait où est-ce qu'ils sont, quel jour on est. Par contre, Alzheimer, les repères temporaux-spatiaux ne sont plus là. Trouble mnésique amélioré par l'indissage. Si on dit à quelqu'un, mais si, rappelle-toi, à ce moment-là, on a fait ça et tout, quand on donne des indices, le dépressif, il va retrouver. Par contre, Alzheimer, malgré l'indissage, il ne va pas retrouver. Fréquent sentiment de culpabilité. Dans la dépression, on se culpabilise. Alzheimer, il ne se culpabilise pas. Alors, pour le dépressif, il va vous dire, mais je n'arrive pas à me concentrer, il va se plaindre. Il n'y aura pas ça dans Alzheimer. Donc le dépressif va se plaindre, mais j'oublie son mec, j'oublie ceci, j'oublie cela. L'Alzheimer ne va pas se plaindre de ça. Au contraire, il va dire, c'est eux qui, c'est elle qui dit, moi je me rappelle. Faible investissement dans les tâches cognitives. Quand on les examine, on voit que le dépressif, il n'a pas envie de faire. C'est pas qu'il ne peut pas, il n'arrive pas. Il y a une perte d'envie. Alzheimer, il essaie, il n'y arrive pas. Il essaie de s'impliquer, mais il n'y arrive pas. L'humeur dépressive prédominante chez le dépressif. Alzheimer, parfois déprimé, parfois en colère, parfois hagard, il ne sait pas. Aucune envie de répondre aux questions. Pas très motivé pour répondre, le dépressif. Par contre, Alzheimer, il a envie de répondre, mais il peut mal répondre. Antécédents récents et anciens de troubles mnésiques, c'est-à-dire que quand il y a des troubles de mémoire chez le dépressif, c'est autant l'effet récent que l'effet ancien. Par contre, pour Alzheimer, c'est surtout l'effet récent par rapport aux faits anciens qui sont conservés. Le dépressif va dire « je ne sais pas ». Quand on pose une question, on rentre trop dans les détails, « allez, je ne sais pas ». Par contre, Alzheimer, on sent qu'il cherche, il essaye, mais il manque la question. Il peut répondre à côté. Chez le dépressif, il y a souvent un antécédent de dépression dans sa jeunesse. Souvent. Souvent, pas tout le temps, mais souvent. Pour l'Alzheimer, non. Soit il n'y en a pas, soit il y en a peu. La confusion du sujet âgé, qui n'est pas forcément une dépression. C'est une psychose aiguë, c'est le trouble de la conscience aiguë. Sévère de la vigilance. Alors là, c'est aigu avec le trouble de la conscience. Le début est brutal, tout d'un coup, il n'y avait rien, et tout d'un coup, on vous ramène le sujet âgé à l'imkhalat. Les repères temporaux-spatiaux ne sont pas là, et on peut avoir un onirisme. C'est un rêve éveillé. On sent comme si qu'il délirait, mais en fait, c'est un rêve éveillé. Et très souvent, quand vous recherchez, vous allez trouver un trouble somatique derrière ça. Il y a un problème rénal, un problème de diabète derrière, qui donne cet accès aigu qui va se résoudre. C'est un accès aigu. Il reste 2 minutes. Dépression et démence vasculaire. Le début donc il est brutal. Aggravation en marche d'escalier quand il y a d'autres AVC. Évolution fluctuante. On peut avoir une dépression associée. L'humeur est labile. Et on a des symptômes neurologiques focaux. Dépression et cancer, vous imaginez que vous avez 2 grands traumatismes psychiques. Vous avez le vieillissement et vous avez le cancer qui est associé à la mort. Donc on peut déprimer. Pour la prise en charge, globalement, l'évaluation gériatrique doit demander un bilan somatique, un bilan psychologique et un bilan psychiatrique. Le bilan somatique, vous devez rechercher toute cause. Qu'est-ce qui nous donne cette dépression et en même temps, vous allez chercher des comorbidités. Tout le bilan, l'hémogramme, le bilan rénal, le bilan hépatique, etc. pour chercher une cause de cette dépression, qui est souvent organique. Pour le sujet âgé, vous ne devez pas passer à côté. Bilan thyroïdien, le CG, une polysomie s'il le faut, un scanner ou une IRM. Pour l'évaluation psychologique, vous avez des tests, pour ceux qui aiment des tests, vous avez le MMSE, qui est à la recherche d'une démence, et vous avez des tests, comme le test de Cornell, qui recherchent la dépression chez les sujets qui ont une démence, un syndrome démentiel.
Vous avez la GDS, gériatrie dépression SCOL, qui est l'échelle aussi de référence. La psychoéducation, il est important d'expliquer au patient ce qu'il a et à ses proches ce qu'il a, pour qu'ils puissent le soutenir. Il faut soutenir le sujet âgé et aussi sa famille pour aider à prendre en charge. Faire des psychothérapies comportementales ou familiales. Une activité physique, même s'il y a des impotences, il faut les aider à adapter leur activité physique, pas leur dire à la kbir, Pour le traitement, je n'aurai pas le temps d'en parler en détail. Vous devez savoir que chez le sujet âgé, quand on donne un traitement, il faut donner à demi-dose, voire quart de dose, et savoir que le traitement va agir plus lentement. Donc il faut être patient. Donc en général, c'est les IRSS et les IRSNA. Et très rarement, on a recours aux imipraminiques, comme la lafranil, que pour les cas lourds. Parce qu'il y a beaucoup plus d'effets secondaires avec les imipraminiques que les IRSS. Pour les anxiolytiques, il faut essayer au maximum, surtout les benzodiazépines, de ne pas donner de benzo. Les benzos, d'abord, c'est que 12 semaines, maximum 12 semaines, et ça aggrave le trouble de la mémoire chez le sujet âgé et c'est dépressogène. Pour conclure, la dépression du sujet âgé va devenir un problème majeur de santé publique, fréquence, impact, perte d'autonomie et augmentation du risque suicidaire. En médecine générale, c'est vous qui êtes en première ligne. Le dépistage et le traitement de la dépression chez le sujet âgé restent extrêmement difficiles. Les critères diagnostiques, je vous l'ai dit, traditionnels, tels que présentés dans les classifications, c'est bon pour vous orienter, mais vous devez vous référer aux spécificités du sujet âgé. En fonction des antécédents du tableau clinique et de l'évolution, l'association avec d'autres troubles psychiatriques ou des maladies neurologiques dégénératives du système nerveux central doit être prise en compte. La difficulté à poser un diagnostic de certitude reste la principale raison pour laquelle la dépression du sujet âgé est insuffisamment diagnostiquée alors que sa fréquence est élevée même dans notre pays. Prenons soin de nos aînés et soyons très minutieux dans nos examens cliniques mentaux. Je vous remercie pour votre attention.